Guadeloupe, actualité. Dans l'affaire Cabana Beach, l'ambiance est tendue. Hier, mardi 10 octobre, s'est tenue l'audience du restaurant implanté sur la plage du Souffleur à Port-Louis. Appelé à la barre à 8h, puis en début d'après-midi, la société NaceJet et son gérant Nicolas Semar sont poursuivis pour exécution de travaux non autorisés et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme. Retour sur la journée d'audience avec maître Jocelyne Gélabal, l'avocat de la défense, au micro de Maxime Morel. L'audience d'hier, nous sommes arrivés donc au tribunal. Cette affaire n'était pas en état. Nous avons sollicité un renvoi, comme cela se fait habituellement dans toutes les affaires. Et il nous a été opposé le fait que l'affaire allait être malgré tout retenue. Ce à quoi nous nous sommes bien évidemment opposés, puisque nous avions effectivement le sentiment qu'il fallait juger vite. Il fallait condamner vite M. Nicolas Semar et la société NaceJet pour des faits qui ne sont absolument pas établis, puisque je rappelle qu'on leur reproche d'avoir aménagé la place sans autorisation, ce qui est faux, puisque la société NaceJet, Nicolas Semar, ont une autorisation d'occupation sur la plage du Souffleur. À l'époque, d'ailleurs, c'était les seuls à pouvoir bénéficier de cette autorisation qui avait été donnée par l'ancienne municipalité. Il y a eu à peu près 2 incidents hier, au terme desquels donc moi-même et ma consoeur maître Sarah Aristide, notre vice-bâtonnier qui a été dépêché pour s'entretenir avec le tribunal et le procureur, maître Babacar Diallo qui était là aussi pour nous accompagner. Nous avons tout fait pour que les droits de la défense soient respectés, que cette affaire soit renvoyée, que l'affaire puisse se dérouler en toute sérénité. Ça n'a pas été le cas. L'après-midi, puisque l'affaire a été retenue, nous avons voulu déposer des conclusions de nullité. Ça aussi, ça nous a été refusé en violation complète des droits de la défense, alors même que depuis le matin, nous essayons de trouver une solution dans ce dossier. Nous sommes effectivement aujourd'hui en attente de ce jugement. Il est évident, puisqu'on a décidé, le tribunal a décidé de poursuivre l'audience hier, nous n'avons pas eu le choix que de quitter les bancs, notre client et nous-mêmes. Et il est évident qu'en fonction de la décision qui sera rendue, bien évidemment, que nous comptons faire appel. On ne peut pas juger bien quand on juge vite. On ne peut pas juger bien quand un dossier n'est pas en état, et on ne peut pas juger bien quand un homme est déjà par terre et qu'on veut simplement lui marcher dessus. Lorsque nous avons quitté le tribunal, donc en fin de soirée, nous avons appris que le jugement allait être rendu à la fin du mois de novembre. Bien évidemment, en fonction de celui-ci, nous n'hésiterons absolument pas à faire appel, puisqu'il est inadmissible aujourd'hui qu'on laisse faire et qu'un établissement comme celui-ci, qui emploie une trentaine de salariés, embauche des jeunes, travaille en matière de réinsertion et plébiscité par tous, sauf par la majorité municipale aujourd'hui, se fasse anéantir et disparaisse comme celui-ci. On a besoin d'un restaurant et d'une activité de complexe comme celui du Cabana Beach. Manquant son appel, je dis là, qui sont appel fort, parce que nous voyons depuis quelque temps, c'est rien qui les installations des Guadeloupéens qui attaquaient, je dis là, devant les tribunaux, ni des affaires comme moi, péqué cité. Manquant des Guadeloupéens ouverts, si ni des situations à dénoncer clairement ces situations-là, ça, faut pas nous payer, il faut nous faire respecter nous en Guadeloupe. À la fin de cette journée d'audience et en l'absence de Nicolas Semar et de ses avocates, le parquet a demandé la destruction sans délai de la structure avec remise en état du site sous peine d'astreinte de 500 € par jour ainsi qu'une amende globale de 100 000 €. Le délibéré est attendu le 28 novembre prochain. Le sujet de la distribution de l'eau est sur toutes les bouches, mais cette fois, ce sont les agents du SMGEAG qui s'insurgent et se mobilisent concernant différentes questions de fonctionnement de la société. Ils dénoncent plusieurs dysfonctionnements sur les emplois notamment et la distribution de l'eau. Un reportage de Michel Depape. Ce matin, on est en assemblée générale suite à un nombre de dysfonctionnements qu'on a sur notre fonction, c'est-à-dire sur le réseau par différents intervenants
qui crée des problèmes en prenant des marchés, en faisant n'importe quoi sur le réseau, ce qui après cause beaucoup de dysfonctionnements et la population pense que ce sont des salariés du SMGE-AG qui font mal leur boulot. Au contraire, ce sont eux qui passent après ceux qui veulent accaparer des marchés qui sont distribués par l'État et qui font n'importe quoi sur le réseau pour récupérer l'argent. Juste quelques exemples simples. Ou quand nous allons au réseau, vous savez qu'on est un réseau de vannes qui positionnent certains côtés, mais quand on dit qu'on est des prestataires externes, que l'État prend l'argent sur le territoire, il ne fait pas de éveil, c'est nous qui manipuler ces vannes-là n'importe qui genre. Donc c'est nous qui retrouver, comme ils interviennent sans avertir nous, ils ont privé souvent en l'eau secteur d'aide l'eau. Mais c'est nous qui voyons faire ça là. Pas qu'à dire que c'est ça qu'ils voyons faire. Puisque nous qui passons après la population qui interpelle nous, puisque voiture nous tout bitan nous marqué, quand vient dire nous mais ils pas bon nous de l'eau et nous quand nous compte que nous pouvons jamais passer dans ce secteur là ça. C'est là nous faire recherche en nous, nous mener enquête en nous. Nous quand nous compte que sont l'eau prestataire extérieur qui passer faire petites affaires, prendre l'argent yo, yo quand fermer vendre que yo pas ouvert, yo quand monter compteur à l'envers pour dire préfère là yo change un paquet de compteur, yo quand réparer fuite que nous quand réparer 3 jours après. Donc ça pour nous il suffit à présent que yo fait frère et en nous manger nous. On insiste à ça parce que c'est une vraie problématique que nous aujourd'hui là. Aujourd'hui là, nous pas dit pour matériel pour nous travailler. Nous ni des chefs qui pas ni pour formation ou en tout cas de mauvaise formation pour former nous, des gens qui yo mettent à certains postes et yo pas ni pour qualification pour gérer le personnel. Donc moi on insister à ça parce qu'effectivement ça c'est conséquence à toutes ces mauvaises gestions là ça qui a fait qu'aujourd'hui là pas ni de l'eau en robinet à Guadeloupéen. Nous ni des techniciens, nous ni des gens qui reconnus qui nient la compétence et ces gens ça mal placé parce qu'ils ont la compétence, ils ont tout fait yo. Ça pas normal aujourd'hui là et nous avons dénoncé ça. Ça nous veut c'est que la direction reconnaît compétence à gens qui nient compétence là, qu'ils ont les moyens de travail. On a aussi un gros souci au niveau d'une pléiade d'intérimaires que nous avons en interne. Ce sont des jeunes qui sont avec nous depuis plusieurs années, puisqu'on les connaît depuis les anciennes régies, les anciens prestataires, c'est-à-dire Eau d'Excellence, Renoc, SIAG. Ces gens-là ont accumulé beaucoup de compétences, puisque ce sont des jeunes qui ont des BTS, qui ont des licences, qui ont des maîtrises, qui sont aujourd'hui avec près de 4 à 5 ans d'ancienneté en matière d'intérim, mais qu'on aurait aimé garder. Mais on se rend compte que les assistances techniques qu'ils ont mis pour chapeauter le syndicat empêchent que ces personnes-là puissent intégrer le syndicat. Ce que nous souhaitons, puisque c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui ont tout l'apprentissage. Et ils ont même pu former des assistants techniques qui viennent de débarquer. Cet après-midi s'est tenue une rencontre entre les membres de la Fédération des chasseurs de Guadeloupe et le préfet concernant l'interdiction de la chasse prononcée il y a quelques jours. Suite à cette réunion qui vient à l'instant de se terminer, le préfet a indiqué signer prochainement l'arrêté de fin d'interdiction. La chasse devrait réouvrir début novembre. À Gourbert, le pont de Champfleury a besoin d'un coup de neuf. Ce matin, le maire de Gourbert, le conseil régional et le conseil départemental se sont rendus sur place. Fragilisé par la tempête Philippe, ce pont est un axe indispensable pour les habitants de Gourbert souhaitant rejoindre la Basse-Terre. Sa réhabilitation est donc urgente pour de nombreux usagers. En attendant qu'il soit de nouveau opérationnel, des mesures vont être prises pour assurer le passage des administrés en toute sécurité. Un reportage d'Olivier Félix. Il y a urgence, c'est près de 60 familles qui y habitent. Il y a des personnes, comme disait une habitante, qui sont souvent malades, qui ont besoin aussi des déplacements dans les hôpitaux ou bien le passage des ambulances, des infirmières. Il faut assurer une continuité de ce territoire et l'objectif pour nous, c'est assurer la transition assez rapidement avec un plan de secours, de passage, de transport de ces habitants. On sait la lenteur de l'administration parce qu'un tel projet ne peut pas être porté seulement par la commune. Il faut des fonds de l'État, de l'Europe, de départements, régions. Et en cela, il y a le temps de l'administration et nous sommes sur la bonne voie et on a pu aujourd'hui avoir le département en la personne de son vice-président Jean-Philippe Courtois, Madame et Marius Panchard, Valérie Césarus pour la région et le maire de Trois-Rivières, voilà, donc tous ces partenaires qui peuvent accélérer ce dossier et tous ces partenaires qui vont permettre aussi d'avancer sur ce dossier. Mais l'objectif pour nous, c'est travailler en toute transparence et en
garantissant la sécurité des personnes et des biens. Au moment où nous parlons, c'est le seul axe qui est proposé donc, aux habitants. Donc il est pour nous indispensable de pouvoir agir rapidement pour pouvoir sécuriser ce pont, mais surtout que nous nous assurions que la population puisse le traverser en toute sécurité. Donc c'est pour ça que nous sommes venus voir, en attendant cette phase de travaux, que nous puissions trouver donc, une route de délestage donc, permettant à l'ensemble donc, de la population donc, ici présente de pouvoir vaquer, mais aussi que les services de secours puissent venir à leur rescousse si nécessaire. C'est un vrai problème pour les personnes qui habitent Champfleury. Nous sommes allés voir si effectivement il y avait une possibilité de désenclaver la zone par Trois-Rivières. Je pense à l'unanimité que ce n'est pas possible et qu'il faut trouver une solution rapidement au niveau du pont. Peut-être que pendant quelques jours ou quelques semaines, ce ne sera pas praticable, mais on peut faire les choses en faisant les travaux. En tout état de cause, on commence à cerner le problème. Il faudra très rapidement nommer un expert pour confirmer l'expertise qui avait déjà été faite avant Philippe. Mais peut-être qu'effectivement, on peut essayer de consolider. En tout état de cause, le maire va prendre, ou je crois qu'il a déjà pris un arrêté, mais va prendre une signalisation pour dire qu'effectivement, les camions ne doivent plus passer parce que c'est le seul endroit où on permet aux gens de regagner Basse-Terre, de regagner Gourbert. Il faut aussi ce discours de responsabilité, leur expliquer que s'il y a un arrêté interdisant la circulation donc, des véhicules sur cette portion de route, puisqu'il s'agit maintenant juste d'un petit bout de terre qui tient encore, on n'est pas à l'abri avec aussi donc, l'assèchement donc, de cette terre, de voir les éboulements donc, continuer à s'amplifier. Donc que chacun soit responsable pour soi, mais aussi pour celles et ceux qui les entourent, et que nous repassions, c'est la préconisation qui est faite, sur une circulation à pied donc sous cette portion et que nous laissions donc les véhicules motorisés de part et d'autre, car là il en va vraiment de la sécurité et de la préservation des vies humaines. Toujours à Gourbert, après le passage de la tempête Philippe, les usagers de la route départementale 6 ont de nouveau pu enfouler la chaussée. Sa réouverture a été effectuée cet après-midi en présence du vice-président du conseil départemental. Les images de Gérard Loiseau. Le conseil départemental procède cet après-midi à la réouverture, donc la départementale 6 qui traverse donc Rivière-Sens. Parce que comme vous le savez, au lendemain donc, de la tempête Philippe, nous avons mis les moyens pour pouvoir rétablir rapidement donc, la circulation, sécuriser celle-ci donc, pour les nombreux riverains et que cet après-midi que nous puissions donc, assurer que la circulation donc, puisse se faire en toute sécurité. À Prise d'eau Petit-Bourg, le maire accompagne les futurs retraités à bien préparer leur départ. Ce matin, la Caisse générale de sécurité sociale a animé l'atelier Préparer sa retraite dans la nouvelle structure France Service du quartier, inaugurée le vendredi 6 octobre. Les participants ont pu obtenir les informations indispensables pour effectuer leur départ à la retraite dans les meilleures conditions. Reportage. Le maire, M. David Nebor, très content de ce succès, a jugé utile d'ouvrir une autre structure pour répondre davantage aux besoins des administrés. Une autre structure qui sera inaugurée au quartier de Prise d'eau. Aujourd'hui, c'est comme si c'était une journée porte ouverte pour nous aussi à Petit-Bourg, puisque nous avons des ateliers de retraite, parce que très souvent, vous savez, les personnes appréhendent la retraite, elles se disent, bon, la retraite,
il y a quand même des contraintes, il y a beaucoup de papiers à fournir et ça les ennuie un petit peu. Donc, ici aujourd'hui, ces personnes vont devoir trouver des clés pour mieux vivre leur retraite. Toutes les fois où je me présente dans les communes, la population de Petit-Bourg et Goyave, toujours enchantée de les voir. C'est une population, j'ai envie de vous dire, ma population, elle est vraiment très généreuse et avec beaucoup d'amour. Ici, à France Service, déjà une structure de proximité. Et comme dit le slogan, si bien proche de vous, proche de chez vous. Ici, nous faisons des démarches administratives. Aujourd'hui, nous avons l'atelier retraite. Nous avons reçu Madame Gastin pour montrer aux usagers qui doivent partir à la retraite et ceux qui doivent bientôt préparer leur retraite, comment faire. Nos attentes sur cet atelier, donc à la fin, je dis à la fin d'ici demain, je leur ferai parvenir le relevé de carrière pour toutes les personnes qui ne sont pas encore, en tout cas qui n'ont pas encore fait leur carrière pour une éventuelle mise à jour, de manière à ce qu'ils puissent vérifier les années travaillées, les salaires par rapport à tous les détails que je leur ai donnés aujourd'hui, le nombre de trimestres et savoir bien sûr dans quel cadre qu'ils vont rentrer demain quand ils vont partir à la retraite, s'ils auront une retraite à taux plein ou alors à taux minoré, selon leur situation aussi, parce qu'on avait des assurés qui sont au RSA ou d'autres au Pôle emploi. On m'a expliqué, on m'a suggéré de venir ici pour que je puisse prendre de plus amples renseignements pour cette retraite que j'attends depuis très très longtemps, depuis 16 mois. Et donc j'ai profité de suivre cet atelier-là. Effectivement, cet atelier m'a enrichi. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de la demande de retraite en ligne, bien que je l'avais déjà fait. Mais bon, c'était très, comme je l'ai dit à madame, c'était très explicite. J'ai très bien compris tous les ateliers qu'elle nous a présentés. Et là, franchement, je sors avec la tête remplie. Dans le cadre des semaines de l'information sur la santé mentale, l'IREPS a organisé hier un ciné-débat au Ciné-Théâtre du Lamentin. À l'affiche, un film mettant en lumière les personnes âgées et le lien intergénérationnel au cœur d'un EHPAD. L'occasion de sensibiliser le public à la santé mentale des personnes âgées. Un reportage signé Michel Depape. Nous avons 2 semaines pour parler de santé mentale, comme chaque année. Et donc cette projection, c'était susciter un débat autour de la santé mentale aux différents âges de la vie. Donc là, c'était un film qui mettait en scène la rencontre entre de jeunes enfants et des personnes âgées, qui était très centré sur la santé mentale des personnes âgées, qui est un défi majeur pour la Guadeloupe. Et donc c'était pour illustrer ce défi-là, illustrer comment il s'agit pour nous de créer du lien, d'accompagner des personnes, de lutter contre l'isolement. J'ai ressenti énormément de choses. C'est un film qui est très puissant en termes d'émotions, de sensations. On est au cœur de la vie des gens dans un établissement, dans un EHPAD. Vous avez plusieurs générations. C'est un film qui est, quelqu'un l'a dit, magnifique. Parce que, en tant qu'objet cinématographique déjà. C'est un film qui aborde quand même des thèmes riches, variés. On peut parler des conditions de travail en EHPAD. Ça, c'est un des premiers aspects qui est montré avec un mouvement d'humeur de l'équipe soignante face aux difficultés, tant en personnel qu'en bien matériel. Donc ça, c'est quelque chose que nous, à l'hôpital, on peut être amené à rencontrer également. Et comme disent les gens actuellement, on a tous des parents, on a tous des enfants. Il est évident qu'on ne peut pas échapper à une transposition, à se poser ces questions et à ressentir, à travers les images, retrouver des sensations qu'on a déjà ou qu'on aura peut-être. Parce que voilà, c'est des tranches de vie. Lorsque la médecine moderne s'allie à la médecine traditionnelle, les résultats émotionnels et physiques peuvent être exceptionnels. Le thérapeute Gilles Neplaz soigne les mots grâce au son et aux vibrations. Découvrez ses explications dans ce reportage d'Harold Luce et de Grégory Laps. J'utilise des
techniques anciennes qui ont 1000, 2000, 3000 ans pour pouvoir résoudre des problèmes de tous les jours. Alors, je ne suis pas là pour remplacer votre médecin, mais je suis là pour vous donner des opportunités complémentaires qui peuvent vous permettre d'améliorer votre bien-être émotionnel, physique et mental. Là, je ressors moi-même d'un voyage à Hawaï. Vous savez que les îles de Hawaï ont brûlé, enfin, il y en a une qui a brûlé, la ville de Lahaina, plus précisément, et ils avaient un problème avec les traumatismes par rapport au fait que 2000 maisons ont brûlé, 16 000 personnes ont été déplacées, et donc je reviens juste de là pour pouvoir avoir travaillé avec les équipes de médecins pour pouvoir transformer les traumas avec un résultat assez extraordinaire. Dépendamment de la pathologie, on utilise des techniques différentes. On peut utiliser en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, l'acupression, c'est-à-dire des points qui sont reliés à d'autres centres énergétiques et l'énergie bouge les fluides et peut transformer aussi en dissipant un excès d'énergie, en amenant plus d'énergie là où il y a une faiblesse, on peut avoir des transformations. Il y a aussi un autre type de transformation à travers le pouvoir des sons et des vibrations, puisque notre ossature, en fait, est comme un système de résonance dans notre corps qui permet de faire circuler les vibrations et l'énergie. Alors, il faut savoir que cette technique a plus de 35 000 ans. Les ancêtres utilisaient ça dans les caves où on pensait qu'ils venaient s'abriter, mais en fait, ils choisissaient les caves par rapport à la résonance pour pouvoir utiliser ces techniques de vibration, donc vibratoires, pour pouvoir transformer le bien-être. Et d'autres techniques comme utiliser des calligraphies très très spéciales qui sont infusées avec une fréquence vibratoire très élevée et qui peuvent transformer votre champ vibratoire. Un peu comme quand tu vas à la rivière, tu te sens bien parce que brusquement tu es en connexion avec la nature. Versus dans la ville, eh ben, avec ces calligraphies-là, c'est comme si tu avais 25 rivières devant toi en fait. Yang Xin. Et ce soir, nous recevons Monsieur Willy Martin, directeur du développement économique, qui est venu nous parler donc de 2 manifestations qui auront lieu pour l'un sur la Grande Terre et pour l'autre sur la Basse Terre. Mais déjà, dans un premier temps, bonsoir Monsieur Martin. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et bonsoir surtout aux artisans. Alors justement, en parlant d'artisans, le premier événement dont on va parler, c'est le Boulevard des Artisans. Donc un événement qui aura lieu les 4 et 5 novembre à Basse-Terre. Donc c'est un événement pour lequel vous avez donc réussi à dépasser votre objectif d'exposant. Quel est l'objectif de cette manifestation ? Alors, il faut savoir que la Chambre de métier de l'artisanat de région Guadeloupe, et avec la volonté donc, de la gouvernance, notre président, M. Simon Ricoeur, accompagné donc, de M. Franck Lasserre qui assure la gouvernance partagée, l'objectif, c'est vraiment de mailler le territoire. Et donc, vous avez cité donc 2 manifestations, dont Boulevard des Artisans qui se déroule en étroite collaboration avec la ville de Basse-Terre qui met les moyens, en tout cas, pour que ce soit une belle manifestation. Et l'objectif, c'est de promotionner, donc, et de valoriser le savoir-faire des produits locaux de nos artisans qui ont justement envie de faire savoir ce qu'ils valent sur le terrain. Très bien, donc c'est une manifestation où on pourra retrouver différentes productions locales. Vous avez justement, comme je le disais, réussi à mobiliser un nombre important d'exposants, un nombre important d'artisans. Cette fois-ci, au sujet de la manifestation Terre en Fête, qui elle se déroulera en décembre, donc à Petit Canal. Vous êtes encore à la recherche d'exposants, c'est bien ça? Alors c'est vrai que le boulevard des artisans, donc nous sommes dans la dernière ligne droite et c'est vrai que la manifestation rencontre un vif succès. C'est vrai que nous avons dépassé nos espérances en termes de nombre de participants puisque nous aurons finalement, nous avions annoncé 80 exposants et finalement nous allons avoir un peu plus de 100 exposants donc, sur l'esplanade de la ville de Basse-Terre. Et Terre en Fête, donc manifestation qui se déroule plutôt dans le nord Grande Terre. Donc Monsieur Blaise Mornal, donc le maire de la commune, qui nous accueille déjà depuis 3 éditions, puisque nous en sommes à la 4e. Donc nous allons pouvoir élargir, si je peux m'exprimer en ces termes, élargir justement ce village, de sorte que nous aurons facilement plus de 130 exposants. Alors il faut savoir que l'appel à candidature, en tout cas la campagne de recrutement de ces artisans, donc a déjà démarré depuis déjà une dizaine de jours. Il faut savoir que nous avons déjà une 50aine d'inscrits
pour cette manifestation. Donc je ne serais que d'avis d'inviter en tout cas les retardataires à se faire connaître très rapidement et donc de se rapprocher soit de notre page Facebook ou en tout cas de notre standard téléphonique pour avoir des informations. Très bien. Donc tous les artisans sont les bienvenus sur cette manifestation ? Alors, cette manifestation, en fait, on parle du monde artisanal, mais on parle surtout de la ruralité. Et quand on parle de ruralité, bien évidemment, on aura les artisans qui travaillent effectivement des produits locaux, donc des produits du terroir, mais vous aurez aussi des agriculteurs qui seront présents en nombre sous cette manifestation qui se déroule, en fait, à la Maison de la Paysannerie. Et à côté de ces deux grands, je dirais, piliers de l'économie guadeloupéenne, nous aurons également à cœur d'inviter des commerçants qui œuvrent, en tout cas, pour faciliter la vie de ces professionnels, notamment avec un certain nombre de partenaires qui proposent donc du matériel professionnel. Voilà. Très bien. Donc les exposants désireux donc, de pouvoir participer à la manifestation Terre en Fête sont invités à déposer leur candidature jusqu'au 31 octobre. 31 octobre. Alors, ils peuvent nous contacter, juste une adresse mail unique pour faciliter les échanges, donc promotion au singulier @cmguadeloupe.org. Voilà. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Martin. Tout de suite, nous partons pour un autre événement, donc J-11 avant le Pinky Bloom Music Festival. Cet événement célébrant la femme à travers la musique a été présenté hier soir au Casino du Gosier. Le dimanche 22 octobre, le site de Duval à Petit Canal accueillera une pléiade d'artistes essentiellement féminines. Mais en plein cœur de l'opération Octobre Rose, ce festival est aussi l'occasion de sensibiliser au cancer du sein. Un reportage d'Olivier Moradel. Pinky Bloom Music Festival, pour cette première édition, on est vraiment sur l'idée de donner du sens à la fête avec des valeurs d'engagement et d'amusement, avec cette volonté à travers la créativité, la sororité, de valoriser la femme. Et vraiment, on a vraiment à cœur, en intervenant sur ce mois d'Octobre Rose, de pouvoir œuvrer aux côtés de l'association Amazon Guadeloupe, en leur permettant, avec notamment le reversement d'une partie des bénéfices récoltés, de constituer leur nid, le nid étant un lieu où les femmes atteintes du cancer et leurs familles peuvent se rendre pour pouvoir effectivement être accompagnées. Nous accompagnons également les personnes qui sont autour de ces femmes malades, parce que quand une femme est touchée par le cancer, c'est toute une famille, tout un entourage qui est décimé par cette maladie. Donc nous soutenons et nous accompagnons également ce que nous appelons les aidants. Il est important pour nous de pouvoir mettre la femme à l'honneur au travers de ce festival qui permet de mettre à l'honneur la femme au travers de la musique, au travers de différents moments d'échange et de bien-être, et permettre aussi que la femme retrouve son rôle central, femme potomitan comme on aime à le dire en Guadeloupe. Le festival Pinky Bloom Music Festival, première édition, se tiendra le 22 octobre prochain, le dimanche 22 octobre, sur le site de Duval à Petit Canal. Festival qui se tiendra entre 11h et 23h. On est sur cette première édition sur un festival à guichet fermé, donc il n'y aura pas de vente de tickets sur place. On vous invite à prendre vos tickets sur pinky-bloom-du6 bloom.com avec une billetterie qui va se fermer le samedi 21 à 18h. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.